Bonjour, je vais faire cette petite vidéo parce que je me rends compte que vous avez beaucoup de difficultés grammaticales, beaucoup de difficultés lexicales quand il s'agit de faire les phrases que je vous demande de traduire. Donc j'ai essayé de vous préparer un petit document supplémentaire que je vais vous envoyer, c'est ce document-là. Je vous enverrai ça dans la journée où je vous explique les difficultés que vous rencontrez, ce que j'attends de vous et les solutions qu'on peut apporter pour résoudre ces difficultés, ou du moins essayer de les améliorer. Alors, tout d'abord, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Elles sont nombreuses et variées. Alors, il y a tout d'abord des difficultés lexicales, c'est-à-dire qu'il faut systématiquement vous rechercher dans les dictionnaires si un mot, par exemple espagnol, qui est féminin, l'est également en français. Il y a énormément de différences de genre d'une langue à l'autre. Par exemple, si vous écrivez la leche está caliente, ne me le traduisez pas par la lait est chaude. Lait est masculin en français. Así de gorda, vous ne pouvez pas le traduire littéralement par ainsi de grosse. Il faut trouver une expression équivalente qui est grosse comme ça. Donc ça, c'est du lexique. Ça peut être également de l'orthographe. Il y a des erreurs qui m'étonnent un petit peu, que vous êtes très nombreux à faire. Et je ne comprends pas parce que ce sont des choses que l'on apprend normalement en A1 ou en A2. Par exemple, le chiffre 1000, ça s'écrit M-I-2-L-E. Vous l'écrivez à 80% comme en espagnol. C'est pas normal. C'est pas normal. 1000, ça s'écrit M-I-2-L-E. C'est invariable. On ne peut pas l'écrire M-I-L. M-I-L, c'est un mot qui existe, mais c'est une céréale. Donc ça n'a absolument rien à voir. Vous avez également de gros problèmes syntaxiques. Alors en fait, c'est un mélange que vous faites de l'espagnol au français, ou du français à l'espagnol. C'est vrai que la syntaxe, c'est-à-dire l'organisation des mots au sein de la phrase, à l'intérieur de la phrase, est totalement différent d'une langue à l'autre. Et il faut que vous vous adaptiez votre traduction à la syntaxe française. Vous ne pouvez pas garder la syntaxe espagnole, parce que ça ne veut absolument rien dire en français. Par exemple, je reprends des exemples que j'ai tirés des phrases que je vous ai envoyées. Il y avait un moment où on disait « existen varias soluciones » ou « existen varias je ne sais plus quoi ». Existen, le verbe est au pluriel parce que soluciones est au pluriel. En français, non, c'est impossible. C'est une phrase, ce qu'on appelle impersonnelle, c'est un verbe impersonnel, le verbe exister, et les phrases impersonnelles en français se conjuguent toujours au singulier, même si le mot qui suit est au pluriel. Donc c'est il existe, existe à la troisième personne du singulier, des solutions. Donc systématiquement, vous devez être capable de voir le piège. Existen, verbe impersonnel, attention, français, singulier. Il faut que vous soyez capable de faire les relations d'une langue à l'autre. Alors votre but, il y a deux buts principaux que pour l'instant vous ne respectez pas. Tout d'abord, respectez le texte d'origine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire respecter les temps qui sont utilisés. Ça veut dire respecter les sujets qui sont utilisés. Je vous donne un exemple. Il y avait une phrase à traduire. No hay ningún motivo para que volvamos sobre nuestra decisión. Para que volvamos sobre nuestra decisión. Première personne du pluriel, nosotros. Vous ne pouvez pas transformer la phrase par il n'y a aucune raison pour revenir sur la décision. Où est le sujet? Il a totalement disparu. De qui parle-t-on? On n'en sait rien. Donc vous ne pouvez pas transformer les phrases comme ça. Vous ne pouvez pas, j'ai vu des cas aussi de phrases au passé que vous avez conjuguées au présent. C'est impossible. Donc attention à ça. L'autre but extrêmement important et indispensable est que vous soyez compris par un Français qui va lire votre traduction. Quand je dis un Français, c'est tous les Français, même ceux qui n'étudient pas l'espagnol. Un Français peut très bien lire un article traduit de l'espagnol, mais il devra comprendre ce qui est dit.
même s'il n'a jamais étudié l'espagnol. Si vous utilisez des expressions, il faut qu'il comprenne les expressions. Or, il y a beaucoup d'expressions qui, traduites littéralement, n'ont aucun sens en français. Je vous en donne 2 ou 3. Se aburre como una ostra. Si vous le traduisez littéralement, il s'ennuie comme une huître. Les Français vont vous regarder avec des yeux comme ça en vous disant « Mais qu'est-ce qu'il me raconte? C'est quoi s'ennuyer comme une huître ?» Je n'ai jamais entendu cette expression. Forcément, elle n'existe pas en français. Le français, il va dire « Il s'ennuie comme un rat mort ». Donc, il faut que vous connaissiez l'équivalent. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas un dictionnaire. Bien sûr, vous ne connaissez pas toutes les expressions. Mais justement, c'est le but de ces exercices. C'est d'enrichir votre vocabulaire, d'enrichir votre lexique. Et la seule solution, c'est la recherche. Vous allez au mot ostra dans le dictionnaire, bilingue, et sûrement vous avez trouvé aburrirse como una ostra égale s'ennuyer comme un rat mort. Donc il faut faire la démarche d'aller chercher dans le dictionnaire. Vous aviez une autre expression qui était quien hace un cesto hace ciento. Tous les Espagnols, quand vous allez leur dire ça, vont comprendre le proverbe, parce que c'est un proverbe espagnol. Mais si vous le traduisez littéralement, qui fait un panier en fait 100, ça ne veut rien dire pour un Français. Il ne comprend absolument pas le sens de cette phrase. Il faut trouver l'équivalent qui est qui vole un œuf, vole un bœuf. D'accord? Donc, il faut faire la démarche. Si moi, je vous dis « Quien roba un huevo, roba un buey », qu'est-ce qu'il me raconte? Je ne comprends absolument pas ce qu'il me dit. C'est la même chose. Il faut que ce soit dans un sens comme dans l'autre. Il faut qu'un Français comprenne ce que vous écrivez. Il faut que les expressions que vous utilisez lui soient communes. Dernier exemple, 100% sin humo. C'était dans les restaurants. Vous ne pouvez pas traduire 100% non fumé. Allez dans les restaurants ou dans les bars français, vous allez voir, c'est pas marqué sans fumée, c'est marqué non fumeur. Il faut utiliser la formulation française. Parce qu'un Français qui va dire 100% non fumé, pardon, il va rien comprendre. Donc voilà votre travail actuellement. Un gros travail de recherche et un gros travail d'amélioration grammaticale. On va revenir là-dessus dans la partie solution. Donc mon but, moi, c'est que vous fassiez les exercices. Faites-les le plus sérieusement possible. Prenez votre temps. Même si vous ne faites pas tout, faites des exercices. Parce que comme encore un proverbe, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. D'accord? Il faut que vous fassiez des erreurs pour que l'on comprenne les erreurs que l'on a commises. Si vous ne faites pas, il ne suffit pas de regarder la correction. La correction, vous allez dire, ah bah oui, c'était facile, c'est ce que j'aurais fait. Ben non, c'est pas ce que vous auriez fait. D'accord? Il faut que vous le fassiez, il faut que vous vous trompiez, et il faut que vous compreniez pourquoi vous vous êtes trompé pour ne pas vous retromper la fois suivante. Donc voilà, et pour ça, il faut que vous ayez les règles en tête. Et là, on arrive dans les solutions. Il faut absolument que vous preniez votre temps, dans un premier temps, au moment de traduire. Je vais vous donner 2 phrases, deux exemples. Ninguno de nosotros lo aguanta. Il faut analyser la phrase négative, ninguno, nosotros. Donc, sujet nosotros, phrase négative, et il y a le mot ninguno. Le mot ninguno, ça ne se traduit pas par personne. Le mot ninguno, il se traduit par aucun. Donc, vous ne pouvez pas traduire la phrase en utilisant le mot personne. Ce n'est pas possible. Vous ne respectez pas la phrase. Donc, ninguno, c'est aucun. Phrase négative, 2 négations en français. Ça, c'est une chose indispensable. Vous devez le savoir. Phrase négative en français, 2 négations. Donc, aucun, c'en est une. Il faut une deuxième négation. Aucun d'entre nous ne le supporte. Alors, supporte, bon, on parlait de l'odeur d'un parfum, on ne pouvait pas dire résiste. Parce que résister, c'est résister à une force, résister
à quelque chose, mais pas résister à une odeur. On ne résiste pas à une odeur. On supporte ou on ne supporte pas une odeur. D'accord? Donc attention là encore au lexique. Donc il fallait absolument analyser cette phrase. Donc aucun d'entre nous, pas aucun de nous, ça se dit pas, c'est aucun d'entre nous ne le supporte. Deuxième phrase, en las grandes ciudades ya no quedan placas conmemorativas, c'était ça dans le texte. Donc ya no quedan placas. Encore une fois, phrase négative. No quedan, phrase impersonnelle, nous l'avons vu tout à l'heure. Mise au pluriel en espagnol parce que nous avons placas derrière. Et en français, non. Phrase impersonnelle, construction avec il au singulier et le verbe à la troisième personne du singulier. Phrase négative, il ne reste ya no quedan. Il ne reste plus. Et attention, plaque substantif doit être accompagné de son déterminant, donc de plaques, pas des, parce que c'est une phrase négative. Donc le partitif des se transforme en de dans une phrase négative. C'est encore une autre règle que vous devez connaître. Donc vous voyez, sur une petite phrase comme ça, ya no quedan placas, nous avons 4 règles de grammaire différentes qu'il faut voir avant de commencer à traduire. Parce que si vous ne les voyez pas, si vous ne voyez pas le piège, vous allez forcément tomber dedans. Donc il faut analyser la phrase ya no quedan placas. Phrase négative, le ya qu'il faut arriver à mettre, le verbe impersonnel qu'il faut arriver à gérer en français, donc au singulier, et le partitif qui se transforme parce que nous avons une phrase négative. Donc ces 4 règles-là, vous devez les voir avant de commencer à traduire. Sinon forcément vous allez en oublier une. Ok? Donc voilà ce que j'attends de vous, c'est que vous preniez le temps d'analyser les phrases avant de les traduire. Ensuite, deuxième chose que j'attends de vous, c'est que vous fassiez des fiches. Vous êtes tombé dans un piège, par exemple le piège du des qui devient de dans la phrase négative. Faites une fiche. Créez vos propres exemples. Je veux du pain, je ne veux pas de pain. D'accord? Faites des petites phrases comme ça, expliquez la règle en 2-3 mots avec vos propres mots pour que vous vous en souveniez, et créez vos propres exemples pour que vous vous en souvenir. Les nombres. Vous aviez plusieurs exemples de nombres ici. Dos de cada tres obreros. On ne va pas dire 2 de chaque 3 français ou ouvriers. On va dire 2 ouvriers sur 3. Donc là, ce sont des choses qu'il faut connaître. 1000, MI2LE, c'est une chose que vous devez connaître. El 2%, 2% sans le L. En français, on ne met jamais d'article devant le pourcentage. C'est des choses que vous devez connaître. Là encore, créez votre petite fiche, créez vos propres exemples pour ne pas retomber dans le piège. Les connecteurs. Il faut que vous soyez capable de immédiatement mettre une relation entre chacun des connecteurs. Si je vous dis mientras plus subjonctif, vous devez systématiquement savoir l'équivalence en français. Si je vous dis en cuanto plus subjonctif, vous devez systématiquement savoir l'équivalence. En aunque plus indicatif, vous devez savoir comment ça se traduit. Ok? Les phrases négatives, vous devez savoir comment les construire. Donc faites-vous des fiches également de vocabulaire. Mettez systématiquement les substantifs accompagnés de leurs déterminants. La leche, le lait. Tener miedo a, avoir peur de. Ce sont des choses qu'il faut que vous connaissiez. Il ne suffit pas de savoir que tener miedo, c'est avoir peur. Vous devez connaître la préposition qui vient derrière. Parce que sinon, vous allez vous tromper. Tengo miedo a las arañas. J'ai peur des araignées. Pas aux araignées. Le français, il va vous regarder là encore avec des yeux comme ça. J'ai peur aux araignées. Pardon? J'ai peur des araignées. Parce qu'on dit avoir peur de quelque chose. Donc, apprenez systématiquement les substantifs, les noms, avec leur déterminant, c'est-à-dire avec l'article masculin ou féminin, et apprenez les verbes avec la préposition qui les accompagne pour ne pas commettre d'erreur. Donc, voilà ce que j'attends de vous pour les prochains exercices. Continuez à les faire.
Même si vous faites beaucoup d'erreurs, vous allez voir que petit à petit, vous en ferez de moins en moins. Vous verrez les pièges de plus en plus facilement. Et puis voilà. Donc, je vous envoie tout ça aujourd'hui. Je vais améliorer un petit peu la vidéo. Je vais vous mettre en surimpression les exemples que je vous donne pour que vous compreniez mieux. Le visuel plus l'audio améliore toujours les choses. Voilà, bonne journée.